Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Eden Télévision et Diaspora FM. L'émission, c'est bien Dimanche politique en fin de semaine. Nous recevons pour vous une personnalité politique qui décrypte pour nous l'actualité nationale. Ce numéro de Dimanche politique se propose d'aborder une série de thématiques. On va s'intéresser dans un premier temps à l'actualité de la personnalité politique que nous recevons pour vous parce qu'elle a un parcours politique bien rempli. Et James William Gbagidi va lever un coin de voile sur son profil dans un instant. Mais avant, on va s'intéresser à l'instabilité politique de la décentralisation, notamment la destitution des maires que nous avons connus dans un premier temps sous la gouvernance de Thomas Boni Yayi et qui est actuellement cours aujourd'hui au Bénin. On va s'intéresser également à la gouvernance préfectorale dans le département du littoral. On prendra l'avis de notre invité sur la question, le contenu du programme d'action du gouvernement PAG et sa mise en œuvre nous intéresse également dans ce numéro de Dimanche politique. La crise à la renaissance du Bénin, bien évidemment, vous comprendrez pourquoi quand James William Gbagidi nous présentera l'invité que nous recevons. Et puis en interactualité, on reviendra sur les propos tenus par le président français à Harbour en Allemagne lors du sommet du G20 quand il disait que l'Afrique a un problème civilisationnel et notamment un problème de surnatalité, des propos qui ont fait sortir de leur gond les éditorialistes africains. Voilà à présenter le canevas de ce numéro de Dimanche politique. James William Gbagidi, bonjour. Bonjour à vous, Tranquillin Akat Benotin. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs et bien sûr aux auditeurs qui nous suivent sur Diaspora FM. Vous pensez, vous avez parfois dit que je suis loquace, mais quand on a une personnalité comme celle qui nous rend visite aujourd'hui à présenter, je pense qu'on n'a pas le choix. Tranquillin Akat Benotin le disait, il a un parcours bien rempli. Il est né le 7 avril 1957 à Aného, au Togo, où il a fait effectuer naturellement ses études primaires. Il est revenu au Bénin, son pays d'origine, où il a continué ses études, notamment à l'école primaire publique Charles Guillot. Ensuite, il a atterri au CEG Gbégamin. C'est un fidèle. Il est resté au CEG Gbégamin pendant tout son parcours secondaire. Il a obtenu un bac C'. Pour ceux qui ont fréquenté l'école à cette époque-là, ils savent qu'au bac C', les mathématiques, c'est coefficient 12. Je dis bien coefficient 12. Et la physique, coefficient 10. Quand vous avez raté la moyenne dans une de ces matières, vous pouvez dire adieu à votre baccalauréat à l'université. Notre invité a fréquenté l'Université nationale du Bénin, c'était la seule à cette époque-là, tronc commun, médecine, CBG, agronomie pendant 3 ans, une première spécialisation en agronomie, où il a obtenu un diplôme d'agronomie générale. Et puis, il a poursuivi une thèse au Nigeria dans la seule institution d'agronomie tropicale en Afrique à cette époque, où il a fait une deuxième spécialisation à l'issue de 2 premières années en ESR, économie et sociologie rurale, économie et sociologie rurale, plus management des projets. À partir de ce moment, dès qu'il est revenu au Bénin, il a dirigé 2 grands projets agricoles. Il a été également manager d'entreprises agricoles. Je peux citer entre autres le projet Bois de Feu au Bénin entre 1991 et 1992, le projet agrocultural des Nations Unies, rapport entre agriculteurs et éleveurs dans le Nord Bénin, conséquences d'interdépendance transformée. C'est une étude qu'il a menée à l'époque avec d'autres partenaires. Le projet RAMR, recherche en aménagement rural, entre autres. Ça, c'est pour son parcours professionnel qui est bien plus long et que je ne pourrais détailler ici. En termes de militantisme politique, notre invité s'en est mêlé déjà depuis l'université. Il était membre de l'UGED, Union Générale des étudiants et élèves du Bénin. Il a manqué de se faire arrêter. D'ailleurs, quelqu'un qui porte un nom semblable au sien s'est fait arrêter à sa place. Il a dû entrer en clandestinité en ce moment-là et puis il est ressorti. Ça n'a pas été très long. Il est ressorti de cette clandestinité. Le militantisme, ensuite, au début de la période démocratique, aux côtés du professeur Albert Tevoye, mais il n'a pas été membre du parti créé par ce dernier, le parti Notre Cause Commune,
On l'aura vu à la Renaissance du Bénin. À partir du moment où je dis cela, vous commencez peut-être à vous faire une idée de la personne, où il a été secrétaire exécutif national, secrétaire national à la communication, secrétaire administratif national surtout. En 2001, il devient le porte-parole du parti. Il en deviendra également le vice-président. Son activisme à la Sénat, Commission électorale nationale autonome, en 2003, où il a empêché les fraudes contre l'élection du président, l'ancien président qui devait devenir maire de Cotonou, lui aura valu d'entrer au Parlement, d'être candidat en tout cas sur la liste de la Renaissance du Bénin et d'entrer pour la première fois au Parlement en 2003. Vous vous rendez compte, il a vraiment un parcours politique extrêmement long. À la Renaissance du Bénin, au Parlement, il était l'un de ceux qui donnaient de leur personne pour faire voter, pour rédiger et faire voter des lois. Il est particulièrement fier de sa participation et de son action dans le vote de la loi portant élaboration de la liste électorale permanente informatisée, la loi sur la pension des anciens présidents de la République du Bénin, le code de l'enfant également, le code de l'information, ça concerne particulièrement nous autres journalistes, le code électoral avec Maître Abraham Zinzedoué, à l'occasion où ce dernier était également député. Il a représenté le Bénin au niveau du Parlement mondial, c'est-à-dire aux Nations Unies. Il a présidé la commission du développement, il était rapporteur général d'une autre commission. Il a fait une étude sur l'efficacité de l'aide au développement dans les pays africains au sud du Sahara, plusieurs fois membre de la Sénat. Donc, il est le président fondateur du parti RDR après avoir quitté la Renaissance du Bénin. Si vous ne l'avez pas encore reconnu, je précise qu'il arbore fièrement ses cheveux blancs, tandis que d'autres personnes qui font bien plus que son âge les teignent encore en noir. Oui, cette fois vous l'avez reconnu, il s'agit bien de Epiphane Quenom, ancien parlementaire, ancien préfet des départements de l'Atlantique et du littoral. C'est lui notre invité. Epiphane Quenom, bonjour. Bonjour M. Baguidi, bonjour à tous les auditeurs et bonjour M. Benotin. Bonjour. Tranquille. Bonjour honorable. Merci d'accepter notre invitation. Nous allons tout de suite commencer par plonger dans votre actualité et peut-être même un peu plus que votre actualité, retourner un peu dans les tréfonds de cette actualité. Vous avez quitté la Renaissance du Bénin, je dirais peut-être à la surprise générale en son temps. Est-ce que, et puis vous avez été nommé quelques temps plus tard préfet des départements de l'Atlantique et du littoral. Est-ce qu'il y avait, M. Epiphane Quenom, un lien entre les deux événements? Merci beaucoup. Je saisis encore l'occasion pour saluer les téléspectateurs de la télévision d'Eden TV et tous les Béninois qui sont à l'écoute. Je voudrais dire tout simplement qu'il n'y a pas un lien entre mon départ de la Renaissance du Bénin et ma nomination à la tête des départements de l'Atlantique et du littoral. Il faut dire que j'ai fait mes valises, j'ai été forcé de faire les valises et de quitter la Renaissance du Bénin en 2014. En 2013, bien sûr, en 2013. Ensuite, à une malcompréhension sur les objectifs que j'essayais de définir et de faire comprendre à mes chefs supérieurs. Autrement dit, le président d'honneur du parti, le président Nicéphore Dieudonné Soglou et la présidente fondatrice, Mme Rosine Viera Soglou. Vous ne considériez pas Liadi Soglou comme supérieur à l'époque au sein du parti? Non, il n'y a pas de polémique en ça parce que Liadi était devenu le président, si je puis le dire, exécutif. Donc ça veut dire que dans l'ordre des choses, c'est un supérieur. Donc ça veut dire que moi, je n'étais qu'un vice-président. Puisque vous ne l'avez pas cité quand vous parliez des supérieurs. Bon, non, vous m'avez arraché la parole, sinon je l'aurais cité. Très bien. Mais après cela, vous avez été nommé à la préfecture des départements de l'Atlantique et du littoral. Aujourd'hui, après, on a le découpage territorial. Comment avez-vous vécu votre fonction à la tête de ce département? Bon, vous savez, après les élections législatives de 2015, je n'avais pas vu mon mandat renouvelé donc, par les électeurs. Et donc, certains amis parlementaires, députés et d'autres personnalités du monde diplomatique ont
ont su éveiller ce que je dirais en président d'alors, sa sympathie et je dirais même, pourquoi pas, sa pitié pour la situation qui était la mienne après ces élections et qui pensait que je pouvais être utile sur d'autres fronts de lutte pour la nation béninoise. Surtout qu'encore que mon prédécesseur, qui était le ministre de l'Intérieur, Azandé, cumulait à la fois le ministère de l'Intérieur et la préfecture de Cotonou. Donc, le chef de l'État d'alors, sans me consulter, mais comme je l'ai dit, sur demande de certains amis, et m'a propulsé à la tête, n'est-ce pas, du département de l'Atlantique et du littoral, et pour tout simplement des raisons, d'abord, de ne pas perdre cette ressource, cette personne ressource de la nation, de ne pas le laisser au bord de la route, mais deuxièmement, pour profiter, n'est-ce pas, de ses expériences parlementaires, sachant qu'il a écrit plusieurs lois et qu'il a une expérience que d'aucuns pourraient apprécier. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à la tête du département, des départements de l'Atlantique et du littoral. Pourquoi vous avez parlé de pitié Non, écoutez, c'est moi qui le dis. Peut-être que, vous voyez, c'est peut-être un mot, pourquoi pas. Ça veut dire que je venais de perdre une élection, merci, M. Maguidi, je venais de perdre une élection, et tout le monde s'attendait que on allait me voir à l'hémicycle encore, et bon, il ne faut pas donc perdre, il faut toujours mettre à profit les expériences, il faut utiliser les expériences que les citoyens ont pu cumuler sur leur parcours. Alors donc, ne pas faire appel à quelqu'un comme moi. Bon, certains pensent que c'était du gâchis, et pour tout ce que j'ai pu faire au Parlement, vous l'avez combattu, vous l'avez combattu à un moment donné, le président Boniaï, et puis vous voilà, il vous nomme à un moment où vous étiez devenu un peu un rebelle au sein de la Renaissance du Bénin, au point même de quitter la Renaissance du Bénin. Non, je n'ai jamais été rebelle au sein de la Renaissance du Bénin. Il faut rétablir. Vous avez quitté le parti. Je vous ai dit, je n'ai même pas quitté. J'étais en tant que, à ma position, dans ma position de sociologue, de celui qui a toujours prédit les faits et qui les signale toujours à mes supérieurs, aux supérieurs hiérarchiques, notamment à la présidente Rosine Biera-Soglo. Eh bien, c'était dans cet exercice que j'étais, et en leur disant, en partageant avec eux l'analyse, n'est-ce pas, que je faisais de la situation, et que je leur disais déjà qu'il pourrait y avoir crash, que le mode de gestion du nouveau président promu, en la personne de Liadi Vinagnon Soglo. Promu ou élu? Bon, promu, vous savez, il a été promu et il a été élu ensuite. Bon, donc, on a voulu qu'il devienne le président et la volonté a été faite. Alors, donc, finalement, j'étais en train de prévoir un peu ce qui est arrivé maintenant. Je ne suis pas allé sur les radios ni les télévisions pour le dire, mais ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu que je le dise vertement comme ça. Et on m'a demandé tout simplement, à travers une lettre bien écrite, je vous demande, n'est-ce pas, de démissionner de vous-même, et sans quoi vous ne serez plus considéré comme un militant de la Renaissance du Bénin. Donc, bon, je me suis dit, bon, tant mieux. Comme il en a été ainsi décidé, bon, je ne vais pas supplier, et je suis parti. Donc, c'est différent. C'est différent. Donc, ça veut dire que, vous voyez aujourd'hui, la polémique est portée sur la place publique, alors que moi, je n'ai pas porté une polémique sur la place publique. On reviendra sur la crise au cours de ce débat. Au moment où vous étiez préfet des départements de l'Atlantique et du littoral, quel rapport entreteniez-vous avec les mairies qui étaient sous votre autorité? Oui, merci beaucoup. Je pense qu'il faut retourner au moins
au discours que le syndicat de la préfecture et les représentants des mairies ont eu à faire quand je passais le témoin au nouveau préfet nommé. Donc, je pense que c'était une gestion collaborative que nous avions mis en place, et parce que pour moi, les maires n'étaient pas suffisamment outillés pour lire dans les lois l'esprit de la loi. Et donc, il y avait nécessairement quelques déviances. Il fallait tout simplement leur rappeler chaque fois ce qu'ils devraient faire et ce qu'ils ne devaient pas faire. Donc, il y avait été une franche collaboration entre les maires. Moi, je savais leur dire non chaque fois, et sans crier. Et ils étaient sûrs parce que, vous savez, j'appliquais la loi dans la rigueur de la loi, dans la douceur. Et on peut dire qu'avec Léadi Soglo, maire de Cotonou, vous avez eu les mêmes rapports, des rapports aussi cordiaux que ceux-là? Oui, je peux vous dévoiler que au lendemain de ma nomination en tant que préfet des départements de la teinture du littoral, la première personne à m'appeler, c'était le président Nicéphore Dieudonné Soglo, depuis Paris où il était en vacances. Et il me disait, je viens de tourner mon poste et je vois que tu viens d'être nommé préfet des départements Atlantique et Littoral. Eh bien, je t'en félicite. Je sais que tu es capable, que tu en es capable, tu as les ressources pour pouvoir gérer ces départements. Ce que je souhaite, je ne voudrais pas que ça devienne, ça se transforme en un conflit avec ton frère et Léadi Soglo. Bon, parce que déjà, le président prévoyait comment mon départ fut et les amertumes que j'en gardais, et sachant que ce dernier en avait été pour beaucoup parce qu'il ne voulait plus voir un ancien comme moi dans l'arène du pouvoir de la Renaissance du Bénin, et il fallait qu'il me fasse partie. Et donc, d'aucuns pensaient que ça allait devenir une chasse à la sorcière et qu'un règlement de compte, moi, je pense que ce n'était pas ça. J'étais appelé beaucoup plus à aider à la gestion des mairies. Vous savez que la fonction la plus importante du maire, du préfet, c'est d'assurer, n'est-ce pas, la tutelle dans une démarche apaisée, pour faire comprendre aux maires que l'autorité reste à l'État. Donc même en décentralisation, l'autorité reste à l'État. Et l'autorité de l'État est affirmée donc par le préfet dans ce département. Voilà. Et vous avez quand même, à des moments donnés, interdit des marches, non, que la mairie avait autorisées. Est-ce que ces comportements, ou du moins ces événements, n'ont pas quand même montré que entre Léadi Soglo et vous, il y avait un clash? Non, il y avait une ambiance bon enfant entre Léadi et moi. Même je peux dire ici que le maire Léadi Soglo, peut-être aux premières heures de ma nomination, devait se dire, bon voilà, Yahi lui voulait la guerre en nommant son adversaire à la tête, n'est-ce pas, de la préfecture de Cotonou. Bon, il n'en est rien été. Alors donc, j'ai interdit des marches, mais dans une approche beaucoup plus éducationnelle, éducative même, parce que chaque fois, ceux qui déposaient les marches, je prenais la mesure de leurs revendications, et en tant que représentant de l'autorité de l'État et représentant du chef de l'État, je leur faisais comprendre que le chef de l'État n'a pas toujours le temps pour les écouter, et en tant que représentant, ils pouvaient porter leurs doléances et que moi je les transmette au chef. Alors donc, le temps que quand même, qu'il m'accorde le temps et arrêter et suspendre leur mouvement de marche, et comme ça je rencontrerai le chef de l'État, je rencontre. Donc, j'avais une approche éducative, et à la fois avec ma rigueur dans la douceur. Vous voyez, c'est antinomique. J'avais une mesure de rigueur dans la douceur,
Et je me faisais comprendre parce que n'oubliez pas que je suis un mécanicien du social, parce que voilà, c'est comme ça qu'on appelle le sociologue. J'étais un mécanicien du social, donc je savais manier ceux qui étaient devant moi. Et à la fois, je compatissais à leur douleur, mais je leur faisais montrer également qu'ils ne pouvaient pas outrepasser certains droits. On fait cette rétrospection pour pouvoir mieux comprendre les faits actuels. Quelle est votre lecture globale de la gouvernance actuelle au niveau de la préfecture du littoral? Vous savez, écoutez, entre moi et le préfet actuel, il y a une marge d'expérience. Il y a une marge d'expérience. Vous avez tout à l'heure présenté aux téléspectateurs le capital d'expérience que j'ai en matière, n'est-ce pas, de gouvernance, d'expérience parlementaire, etc., tout ça. Il est tout à fait normal que j'ai des approches qui soient totalement différentes de celui du préfet actuel, et qui, si je me trompe, vient quand même d'arriver dans l'arène politique. Et il est un jeune. Vous savez que souvent, les jeunes ont toujours des attaques beaucoup plus différentes. Alors donc, c'est un peu ça. C'est sûr qu'avec le temps, la sagesse finira par donc l'emporter. En termes clairs, vous voulez dire que ceux qui accusent le préfet Modeste Toboula de faire du zèle, ils n'ont pas vraiment tort? Bon, l'un dans l'autre. L'un dans l'autre, parce que vous savez, j'ai toujours dit que le préfet est aux ordres. Le préfet est aux ordres. Le préfet exerce l'autorité de l'État. Ça veut dire que les ordres donnés donc par la première autorité du pays. Alors donc, mais nous n'avons plus le préfet, notre préfet du littoral. Oui, naturellement. Moi, en tant que sociologue, je vous dirais, chacun a son tempérament, ses aptitudes, ses aptitudes. Donc, vous ne pourrez pas comparer deux préfets, puisqu'il s'agit, n'est-ce pas, sur le fait du comportement. Vous ne pouvez pas apprécier deux préfets sur le fait du comportement. Vous pouvez les apprécier sur le fait de la démarche, n'est-ce pas? Eh bien, voilà. Donc, sur le fait du comportement, il faut dire peut-être que le préfet, mon successeur, il est de ce genre, et bien il veut marcher à grands pas sur les œufs, donc et là c'est sûr que les œufs vont se casser sous ses pieds, et donc tandis que d'autres sachent que pour marcher sur les œufs, il faut y aller avec beaucoup d'habileté, beaucoup de subtilité. Donc disons-nous que c'était le début, et on ne peut pas éviter les erreurs d'un jeune qui vient dans une boîte politique où il voulait quand même s'affirmer. Il voulait s'affirmer. Parce qu'on lui a dit, c'est toi l'autorité, si ça crache, écoutez, tu seras sanctionné. Donc il s'est dit, écoutez, alors il faut que je montre un peu le cran. Donc, il n'est pas le seul préfet. Pourquoi lui seul qui a cette envie de s'affirmer? Non, écoutez, moi je vais dire tout simplement que Cotonou, c'est la vitrine de la démocratie. Et puis ensuite, c'est là, c'est un peu là que se jouent tous les jeux politiques. Et si Cotonou est laissé un peu dans une gestion laisser faire, eh bien dans une direction laisser faire, et tout de suite, et ça va s'embraser et puis ça va contaminer, n'est-ce pas, les autres préfectures. Donc, je pense quand même que la préfecture de Cotonou, telle qu'on connaît notre population, ses réactions, avait besoin de quelqu'un de ferme, de ferme. Et la brutalité que l'on voudrait attribuer au préfet Toboula, moi je voudrais demander aux gens de l'excuser, tout simplement. Et il fallait une mission, il fallait, n'est-ce pas, trouver les ressources nécessaires pour réaliser cette mission-là. Bon, tant mieux, on ne peut pas faire les omelettes sans casser des œufs. Il a cassé des œufs, on va savoir comment, n'est-ce pas, les réparer. Et je pense que le gouvernement, entre-temps également, a déjà fait présenter des excuses à certains endroits. C'est des torts. On ne peut pas faire de gestion sans quand même cela. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui,
en faisant le bilan de toute cette action, le préfet doit pouvoir également se remettre en cause. Et s'il fallait qu'il fasse les mêmes choses demain, je pense qu'il élaborerait une tenue comportementale un peu différente. Très bien. Parlons toujours de la gestion de la préfecture de Cotonou. Vous êtes passé par là. On dit, on entend dire que quand on est préfet, on hérite de beaucoup de parcelles, la gestion foncière au niveau de la mairie, au niveau de la préfecture. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, pour ce qui vous concerne, vous êtes sorti de cette parentèle de votre vie en ayant un peu plus de parcelles? Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bouaguidi. Et bon, vous savez, je dirais, quant à moi, il n'en est pas été. Vous savez que la famille Kouinom, et je suis actuellement le chef de la famille. Et ça veut dire que nous sommes très fournis en foncier. Donc nous sommes des grands propriétaires du foncier au Bénin. Je ne sais pas s'il y a une famille qui dépasse encore les Kouinom en matière de propriété foncière. Alors cela veut dire que je suis très moins enclin sur ces questions-là. Vous voyez, il faut quand même aller chercher un peu mon parcours au niveau de l'Assemblée nationale pour savoir qui je suis. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut mener en bateau avec quelques parcelles. Et je pense que j'ai redressé beaucoup de choses dans cette matière. Il y a eu des tentatives en la matière? Est-ce que je puis dire qu'il y a eu des tentatives? Je ne crois pas. Les gens n'ont pas osé. J'aurais peut-être pu dire, bon, je vais en acheter, ou bien peut-être saisir un maire pour dire, mais trouve-moi une parcelle à acheter, etc. Mais puisque je suis propriétaire terrien, ma famille est immensément riche en domaine foncier. Donc, personne n'a tenté, ni Ouida, ni Kouamassé, ni Calavi, personne. Je crois que j'ai cultivé très bonnes relations avec les gens. Je suis intervenu à Homé dans un problème foncier qui durait longtemps, et assez ferme, où les gens voulaient faire organiser chaque fois des bagarres de rue, des assassinats, des blessés graves. Je suis intervenu pour mettre fin à ça. Il s'agissait de l'affaire qui concerne un peu le domaine des Marcos à Homé, etc. Et dans plusieurs autres, à Paou, je suis intervenu également, où il y a une mafia foncière très reluisante à Paou. Je suis intervenu également pour apporter ma pierre à ce que cette situation soit calmée. Alors donc, et je reconnais avec vous qu'il y a eu une mafia foncière au niveau qui a investi, une mafia foncière qui a investi les mairies. Et ce n'est pas seulement dans l'Atlantique littoral, c'est un peu partout. Mais il faut noter que c'est très fort dans l'Atlantique et le littoral. Monsieur Epiphane Kouinom, on va s'intéresser maintenant à cette instabilité, ce que nous pouvons appeler instabilité au niveau des collectivités locales. La destitution des maires a repris de plus belle. Comment expliquez-vous cette situation? On a cru que c'était déjà fini avec le départ du régime de Thomas Bouniaï. Bon, il faut dire que quand nous voulons parler de destitution, c'est inhérent d'abord au système démocratique. Il faut pouvoir le dire. Et donc, le pouvoir des maires ne peut être stable que si les maires font preuve, n'est-ce pas, d'une gestion participative et saine. Or, ce n'est pas le cas souvent au niveau des mairies. Ce n'est pas souvent le cas. Et donc, les maires qui ont été élus, et puis, vous savez, au départ, il n'y avait donc pas une majorité. La loi n'avait pas précisé une question d'une majorité. Et je voudrais dire que ce soit la liste majoritaire qui propose la candidature du maire. Mais c'était beaucoup plus les jeux de coulisses, les jeux d'argent, etc. et qui permettaient d'élire le maire. Et donc, ça veut dire que ça doit donner nécessairement à des destitutions anarchiques. Parce que lorsque quelqu'un arrive finalement, après quelques années, à trouver les financements pour soudoyer les conseillers, et s'il était également
partant pour la mairie ou bien un malheureux candidat au poste du maire, eh bien, il va rechercher les ressources pour faire tomber, donc, n'est-ce pas, son challenger. Ça, c'était normal. Alors, le Parlement a finalement bien analysé la situation et a introduit dans le code électoral, ou bien sûr dans la loi électorale, un amendement de qualité et pour stabiliser, donc, n'est-ce pas, le poste de maire. C'était que la liste électorale, la liste majoritaire propose la candidature du maire. Nous n'avons pas été loin. Le jour-là, on était très fatigués au Parlement. Et particulièrement, le président de l'Assemblée était très fatigué parce qu'on venait de passer 2 jours sans dormir. Et le 3e jour, et finalement, tout le monde était pratiquement amorti. Et les énergies épuisées. Et bon, on a laissé. Sinon, on aurait pu aussi dire comment est-ce que le premier adjoint au maire devrait être élu, comment est-ce que le 2e devrait être élu, également les CA, on devait tout préciser. Bon, bref, mais on a pu régler le problème essentiel de destitution en imposant que ce soit la liste électorale qui propose la candidature de maire. Maintenant, les destitutions que nous voyons, c'est tout simplement sont affirmées, sont l'expression de la mauvaise gestion que les maires, n'est-ce pas, font à la tête, n'est-ce pas, des municipalités. Et la gestion aujourd'hui, elle n'est plus participative. Les maires n'associent pas les conseillers communaux. Et ils veulent nommer seuls, n'est-ce pas, ceux qui doivent être à la gestion des affaires financières. Il veut gérer ceux qui vont s'occuper des affaires domaniales. Et donc, puisque vous savez que la loi qui régit, n'est-ce pas, la décentralisation, fait du maire l'organe exécutif. Le maire seul est l'organe exécutif. Il a des pouvoirs autant étendus que le président de la République. Et donc, seul il peut s'opposer au Conseil. Alors, donc, finalement, les conseils, la seule force qu'ils ont pour pouvoir mettre fin à l'hégémonie du maire, c'est d'arriver à trouver en leur sein une majorité qualifiée et pour arrêter, n'est-ce pas, l'autocratie et le pouvoir autocratique, n'est-ce pas, autocratique du maire. Alors, donc, cela va de soi. Ça veut dire que c'est un mal nécessaire à tout système démocratique. Vous avez vu, par exemple, en Corée du Sud, la présidente, Madame Park, elle a été descendue, et tout simplement dans une affaire, n'est-ce pas, de corruption. Et vous avez vu également au Brésil, et la présidente, Dilma Rousseff est partie, et celui qui l'a... Lula da Silva, actuellement condamné. Condamné, vous voyez, donc ça veut dire... Témé aussi emballé. Témé emballé, c'est pour vous dire que, tout simplement, la destitution est inhérente au système démocratique. C'est pour faire justice, n'est-ce pas, à la société. Donc, ce n'est pas une faveur qu'il faut faire au maire. S'il gère mal, il faut dire donc on ne doit pas le destituer. Maintenant, vous constatez peut-être que à l'ère de la rupture, que la destitution est plus reluisante, c'est-à-dire est plus active, etc. Voilà. Il faut savoir que c'est Roosevelt qui l'a dit, New System, New Deal. Donc nous sommes dans un nouveau système. Et il y a des gens qui sont porteurs de ce nouveau système et qui veulent donc, n'est-ce pas, que ce soit ce système-là, ce nouveau système qui soit donc qui soit, n'est-ce pas, la fibre, n'est-ce pas, directrice, n'est-ce pas, des conseils, n'est-ce pas, communaux, et à partir de ce moment, qui soit la doctrine, qui soit la doctrine, n'est-ce pas, qui va actionner l'action politique et de la gouvernance, n'est-ce pas, des mairies. Naturellement, à partir de ce moment-là, je pense que il y aura des remuements, il y aura des mouvements, et pour permettre à ce que
la nouvelle, n'est-ce pas, le nouveau système puisse se mettre en place à la tête des mairies. Alors vous insinuez qu'il y a une action politique, une main politique derrière la destitution des maires? Non pas. C'est inhérent. Ça veut dire, quand je dis il n'y a aucune main, ça veut dire que est-ce qu'il y a une main, quand aujourd'hui, je vais donner un exemple, quand aujourd'hui, la mode change, ou bien quand la musique change, est-ce qu'il y a une main qui te fait d'abord, est-ce qu'il y a une main pour te faire, qui te met en mouvement? Pour changer de pas de danse? De changer de pas de danse. Avant que la musique ne change, quelqu'un a dû changer le disque. Non, non, c'est clair, c'est qu'on s'entend. Si aujourd'hui... Parfois, on ne s'entend pas avec le DJ. Hein. Celui qui est derrière la bon, lui, il met sa musique. Lui met sa musique. C'est lui le patron. Oui, mais c'est qu'au fait, nous sommes dans la mode où il y a de nouveaux instruments, il y a de nouvelles conceptions, n'est-ce pas, de chansons, etc. qui arrivent. Et à partir de ce moment... Et tout le monde se met en danse. Quand vous voyez ce que dansent nos jeunes aujourd'hui, c'est totalement différent de ce que le monde a dansé. Nous sommes d'accord. Et personne ne vient m'apprendre, moi, à danser. Mais quand je vois mes enfants, je commence pas aussi à faire les mimiques. C'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est surtout ceci. Le new system qui s'est mis en place appelle nécessairement un New Deal. Ça veut dire une nouvelle organisation. Alors, ce que propose aujourd'hui le pouvoir en place fait nécessairement tache d'huile au niveau, n'est-ce pas, des pouvoirs décentralisés que sont les mairies. Mais Pivan Konom, vous semblez dire que le mode de gouvernance au plan national doit être le même mode de gouvernance au plan local. Est-ce que les maires sont obligés de porter les mêmes couleurs que le chef de l'État? Ils sont obligés, parce qu'il faut lire la loi. Hein, les mairies ne sont pas un État dans un État. Mais ils ne sont pas non plus inféodés au gouvernement. Justement, ils sont inféodés à l'État. Ils sont inféodés à l'État. C'est pour ça qu'il y a le préfet qui coordonne l'action et permet à ce que les plans d'action au niveau des mairies soient intègrent, n'est-ce pas, le plan d'action général du gouvernement. C'est ça. Parce que s'il n'y a pas une harmonie entre, n'est-ce pas, les plans de développement que mettent en place, n'est-ce pas, les mairies et le plan de développement qu'on peut appeler ici le plan d'action du gouvernement, mais vous savez toujours que c'est le gouvernement qui apporte les financements. Les mairies n'ont pas cette autonomie d'aller faire des prêts à l'extérieur. Ces prêts-là sont nécessairement autorisés donc par le gouvernement. Et donc, c'est au gouvernement, c'est au Bénin que les partenaires prêtent de l'argent, même si c'est des négociations, n'est-ce pas, décentralisées qui ont été faites. Donc, nécessairement, le plan directeur devra, n'est-ce pas, suivre nécessairement le plan d'action du gouvernement. Mais puis, quand vous dites cela et que vous avez quand même soutenu Nicéphore Dieudonné Soglo, qui était candidat à la mairie de Cotonou alors que le pouvoir en place était un pouvoir auquel il était opposé. Il y a une contradiction entre ce que vous dites et ce que vous avez fait. Merci, M. Guaguidi. C'est vrai, le président Mathieu Kérékou était au pouvoir et le président Nicéphore Dieudonné Soglo, en venant à la tête de la mairie, n'arrivait pas à la tête de la mairie en tant qu'opposant. Il venait là en tant que... mais on a tenté de l'empêcher d'être élu. Oui. Vous avez battu. C'est vrai. Nous avons décidé à l'époque, pour réparer une injustice qui était faite, que le président Soglo, avec tout le capital d'expérience qu'il a, de venir donc prendre la tête de la nouvelle mairie, n'est-ce pas, de Cotonou. Il fallait un homme d'expérience, un homme de poigne. Nous sommes d'accord. Et maintenant, on est arrivé... Et nous étions confrontés à une autre difficulté, l'antagonisme politique entre le président Kérékou et le président Soglo ne devait pas du tout intervenir dans cette gestion de la mairie. Mais c'est arrivé, malheureusement, que je dirais... les deux hommes, je ne dirais pas que les deux se détestent, mais le président Kérékou qui ne voulait pas du tout faire cadeau à son adversaire, qui ne le ménage pas du tout. Alors donc, finalement, ça a bloqué un peu la gestion de la mairie. Parce que le président Soglo n'avait pas du tout une idée. Il n'avait pas géré une mairie avant. Il avait géré le pouvoir d'État. Nous sommes d'accord? Il ne savait pas que
parce que je le voyais, le président Sogolo, encore prendre son bâton de pèlerin pour aller chercher des financements à l'extérieur. Oui, il l'a fait. C'est en ce moment qu'il s'est rendu compte qu'il fallait l'autorisation du pouvoir d'État. Oui, allez-y. Et comme les rapports n'étaient pas bons entre lui et le président Kérékou, et ça n'a pas marché. Et moi, je me rappelle qu'en tant que parlementaire, je faisais partie d'une commission. On était allé voir le président Mathieu Kérékou et qui disait, mais dis à ton patron que ce n'est que ma mort qui va lui... C'est mon cadavre qui va lui signer, n'est-ce pas? Et le papier qu'il demandait, il me dit, mais vous lui ressemblez beaucoup. Bon, allez lui dire que c'est mon cadavre qui va lui signer, n'est-ce pas, le papier qu'il demandait. Bon, donc... Ce papier qui devait lui donner l'accès au marché de Dantokpa, c'est bien ça? Oui, mais c'est ça, au marché de Dantokpa, et puis pour mettre en œuvre la politique, n'est-ce pas, municipale, la politique d'action municipale. Bon, ben écoutez, ça aussi c'est l'histoire de notre pays. Chose curieuse, Monsieur Epiphane, qu'un homme se vend de destitution qui emporte certains, mais généralement c'est des mecs qui n'ont pas soutenu le système en place. Ça, dans ces conditions, il est difficile de croire que derrière il n'y a pas une main forte politique. Non, mais vous voyez. Par quoi en passant par l'ADA, sans oublier Ouida, bientôt ce sera le tour d'autres mairies. Non, je voudrais vous dire, Monsieur Benotin, de ne pas épouser la mesquinerie intelligente, n'est-ce pas, des Béninois. Non. Ça dit, les Béninois aiment lire dans les choses, etc. Personne ne veut voir la mauvaise gestion. Moi, j'ai été préfet. Et je sais ce qui s'est passé. Dites-nous pour Ouida. Non, vous savez, je ne veux pas ouvrir des plaies. Et ceux qui sont au niveau du conseil municipal ont fait la liste des griefs et on peut lire à travers. Donc, je pense tout simplement que c'est un tort. Quand on pense que chaque fois, c'est le président qui est là, qui fait ça. On dit que la personne fait mauvaise gestion. Et vous dites que c'est le président qui est là, qui veut l'enlever. Donc, et il n'y a jamais de mauvaise gestion parmi les maires qui soutiennent le chef de l'État en place. C'est quand même curieux. Qui vous a dit, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Sous le président Yaïboni, le maire de Semenpodi est allé en prison, non? Pourtant... Il est allé en prison, c'est pas son conseil qui l'a destitué. Mais non, il est allé en prison. C'était toujours une action, n'est-ce pas, de son conseil qui a porté une affaire devant les tribunaux. C'était ça. Les membres du conseil, mais pas la majorité des membres du conseil. De toute manière, membres du conseil majorité, ça veut dire que les faits se sont révélés graves. Donc ça, et le président... Ce n'est pas la même chose, monsieur. N'a pu rien faire. Il a été en prison dans une affaire domaniale. C'est ça. Et l'État a laissé la justice faire son travail. Mais pourquoi alors le président de la République n'y a pas mis la main pour le faire sortir? Les pouvoirs sont séparés, il y a la séparation du pouvoir. Oh, d'accord, je ne vais pas rentrer, on ne va pas rentrer dans ça. Mais ce que je veux vous dire, moi je voudrais vous dire tout simplement que c'est malsain. Et si nous réfléchissons toujours comme ça, nous n'allons pas aider nos dirigeants à exercer une bonne gouvernance. Quand quelqu'un fait mal, on doit pouvoir l'enlever. Mais c'est quand on veut l'enlever que tout le monde trouve qu'il y a une main politique. Il y a des gens qui se sont accaparés les deniers publics, l'argent de l'État, l'argent de tout le monde. On veut l'enlever, on dit bon, c'est parce qu'il n'a pas soutenu le président pendant la campagne qu'on veut l'enlever. Donc finalement, il semble que nous sommes en train de donner une prime, n'est-ce pas, à la mauvaise gouvernance. C'est ça. Est-ce que les conseillers qui ont sollicité le préfet pour que le maire soit déchargé, est-ce qu'ils n'ont pas de jugeote? Il y a deux actions qui peuvent amener ça. Si le maire, parce que le maire va dire, vous savez, pour se laver, le maire dira toujours que c'est le président de la République. Le président a fait quoi? A fait quoi? Si on prend tous les maires, si on prend toutes les mairies, il y a problème. Et sous le président Boniaï, plusieurs maires ont été déférés devant les tribunaux pour mauvaise gestion. C'est ça. Et donc les gens, comme c'était des maires
et qui avaient voué leur soutien total au président Boni Yayi, et dont la gestion était très généreuse vis-à-vis des maires, eh bien, ceux-là, ils se prévalaient de leur soutien, du soutien du président de la République, et pour descendre la gestion, n'est-ce pas, de leur commune dans les ravins, n'est-ce pas, dans les fosses, dans les ravins abyssaux, ça veut dire que dans les profondeurs, n'est-ce pas, de la mauvaise gouvernance. Alors, vous voyez, donc aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis, il y a un new deal où un nouveau président est venu pour dire, c'en est assez, maintenant, il faut arrêter la mauvaise gestion. Donc, les gens ont trouvé pour dire, bon, l'avènement du président, du nouveau pouvoir du président Patrice Talon leur donne donc l'opportunité, eh bien, de prendre leur revanche maintenant sur, n'est-ce pas, ces maires qui étaient là, qui étaient tout simplement des caisses d'applaudissements du chef de l'État et qui s'en vantaient et qui s'en glorifiaient parce qu'ils étaient plus proches, n'est-ce pas, du président de la République. Donc, on a changé de système. C'est ça ce que je dis. New system, new deal. On a changé de système où l'actuel président de la République, eh bien, ne fait pas une culture de personnalité, c'est-à-dire ne fait pas. Le culte de la personnalité n'est pas aussi dans une démarche de politique populiste, n'est pas aussi dans une démarche de celui qui cherche, n'est-ce pas, nécessairement le pouvoir pour le pouvoir. Eh bien, à partir de ce moment, les gens se sont dit, bien, c'est le moment tant attendu maintenant pour régler le compte des maires vraiment, comment je vais les appeler, ils sont, je ne veux pas dire capricieux. De toute façon, ce qu'on a pour notre part remarqué jusque-là, ce sont les maires qui ne sont pas favorables au pouvoir en place, qui sont taxés de mauvaise gestion. Nous attendrons de voir d'ici la fin. J'ai lu aussi que très prochainement, le maire de Lokossa, que c'est en téléchargement qu'il va descendre. Et lui, il a soutenu qui? Puisqu'il a été placé par Dakwe Sossou. Dakwe Sossou, vous savez qu'il a été un grand soutien pour l'élection du président Patrice Talon dans le Mono. Donc ça veut dire déjà que je t'apporte un contre-exemple pour dire que si les maires font mal, eh bien les conseils communaux ont les prérogatives, n'est-ce pas, de les remplacer. Et je pense que c'est de cette manière seulement que nous allons assurer une bonne gouvernance, n'est-ce pas, à la tête, n'est-ce pas, de nos communes, et une bonne gouvernance, n'est-ce pas, de bonnes pratiques de gouvernance dans notre pays. Même si un directeur général fait quelque chose, on doit pouvoir l'enlever. Qu'on le nomme aujourd'hui et que demain on sente que, eh bien, il a fait de mauvaises choses, on doit pouvoir l'enlever. En tout cas, quand ce sera fait à Lokossa, nous le saurons et nous vous décernerons le satisfecit qui vous revient là-dessus. Nous allons maintenant parler de la crise à la renaissance du Bénin. Aujourd'hui encore, des gens vous voient comme un produit de la renaissance du Bénin, un fils de la renaissance du Bénin. On se dit même que cette crise-là ouvre la porte de votre retour à la renaissance du Bénin. Commençons déjà par analyser de votre point de vue pourquoi il y a eu cette crise au sein du parti des Roué-Zéroué. Bon, très bien. Je pense qu'au congrès d'Abomey, j'ai eu l'opportunité de dire un certain nombre de choses. Je vais résumer rapidement. Premièrement, la RBE a été créée le 3 juillet 1993. Donc, disons quelques 2 ans après l'avènement du président Nicéphore Dieudonné Soglo à la tête du pays. Et déjà, la première crise est née en 1994, un an après, où le premier secrétaire général du parti, qui a été désigné à la création du parti, M. Antoine Dossou, qui était l'ancien directeur général, n'est-ce pas, de la SONACOP, eh bien, s'est vu arracher son poste au congrès constitutif. Ça veut dire que vous voyez, le parti a été créé et le congrès constitutif a suivi après. A été déchargé un an après et son poste, n'est-ce pas, octroyé à M. Nathaniel Ba.
Donc, en 1994 déjà, il y avait cette crise des chefs qui a secoué la Renaissance du Bénin, et le président Togolo était au pouvoir. Et ça a fait beaucoup rage. Donc ensuite, les crises se sont succédées. Et il y a la crise qui a fait partie, les Guya-Djanaou, les Daguedou, les Huedissi Maxime, les Avunyansou, les Bakiti, les Possé, etc. Et puis ensuite, il y a eu la crise qui a fait partie, Candidat Zanaï. Vous voyez, donc, cela veut dire que, je dis que la crise, elle doit être, même la crise est perçue comme un stade évolutif, hein, dans un processus, mais c'était devenu un peu congénital à la Renaissance du Bénin, que chaque fois il y a crise, chaque fois il y a crise. Donc, et ces crises-là, c'est chaque fois que c'est après chaque élection. Donc, c'est des crises qui ont trait au positionnement des cadres. Au positionnement des cadres. Donc, non au positionnement des cadres dans le pouvoir, hein, au poste de pouvoir. Alors, donc, puisque pour aller aux élections, il n'y a pas de problème. Mais chaque fois qu'on revient et qu'on ait gagné une parcelle de pouvoir, il y a crise. Donc, c'est congénital. Et je voudrais dire comme ça, quand je dis que c'est congénital, je voudrais dire que c'est pas bien qu'on attribue ces crises-là toujours à quelqu'un. Et comme la dernière crise, j'entends dire qu'il y a la main du président. C'est faux, c'est archi faux. Elle a commencé au lendemain de cette rencontre organisée au palais de la Marina, où le chef de l'État a rencontré les maires de ce que le gouvernement appelle le Grand Nokoué. Et le président de la République a dit clairement devant les... Justement, c'est des éléments qui n'entretiennent pas de bons rapports avec Liali Souglou, avec la mairie de Cotonou. Et au lendemain de ça, les problèmes ont commencé. Messieurs les journalistes, et vous faites des analyses en vous basant sur des éléments superficiels. Donc, il y a des éléments, il y a des circonstances de profondeur. Eh bien, quand moi je partais là, quand je partais en 1993, donc, et en 2013, le président Talon était au pouvoir. Le président Boni Yayi était au pouvoir, non? Si j'avais contesté violemment, si j'avais porté cette affaire sur la place publique, on aurait dit que c'est le président Yayi Boni. Mais l'éducation que j'ai reçue et le fait que je sois un homme, n'est-ce pas, de couvent, hein, ça veut dire que j'ai dit, bon, non, je laisse et la providence va régler. C'est ce que je me suis dit. Alors, à partir de ce moment, personne n'a dit que c'est le président Yayi Boni qui a fait ça et qui a crise. J'aurais porté la crise. Mais aujourd'hui, je me suis dit non. Quand on a été aussi proche, quand on a été aussi quelqu'un du sérail, du couvent, il faut accepter parce que les déceptions sont toujours des expériences. Donc, il me semble que ma profession a pris le dessus dans tout ce que je peux ressentir en ce moment. Alors, donc, personne n'a dit ça. Donc, mais pourquoi? Parce que ceux-ci sont venus. La crise qui oppose maintenant là, ces derniers, ceux qui se sont révoltés pour réformer parce qu'ils en avaient marre, ils connaissaient un peu ce qui m'avait fait quitter. Peut-être qu'ils avaient regretté. Mais, ou qu'ils n'avaient pas regretté, ils pensaient peut-être que, bon, écoutez, bon, que non, c'était le fils de maman, c'était l'enfant bien écouté, etc. Bon, et il leur faisait peut-être, non, ils étaient presque tous des amis. Donc, et moi je suis parti, donc, finalement, aujourd'hui, ceux-là se sont dit, ben, ça ne peut pas continuer. Et puis, finalement... Qu'est-ce qui ne peut pas continuer? Cette gestion d'exclusion ne peut pas continuer. C'était une gestion d'exclusion. Nous sommes d'accord? Donc, la gestion n'était pas inclusive. Que les décisions, surtout avec mon jeune frère,
les décisions se prenaient, bon, donc ça aussi, est-ce qu'il faut le mettre, n'est-ce pas, sur le compte de sa jeunesse? Et moi, je pense que c'est un héritage qu'on lui a donné et il se dit que il lui fallait prendre ça avec une main forte, hein, et pour pouvoir le garder parce qu'il y avait des gens, etc. Bref, on n'en a pas tellement. Je voudrais vous dire tout simplement que ces crises-là, presque tous les partis le vivent aujourd'hui. Et les partis dans lesquels ces crises n'éclatent pas sont très rares. Ça veut dire que c'est des partis qui n'ont pas eu accès aux marches du pouvoir. Mais les partis qui ont eu accès aux marches du pouvoir, c'est-à-dire qui ont gagné une parcelle de pouvoir une fois, tels que la RB, le PSD, Faralafia, FCBE, etc. Mais écoutez, c'est ça les réalités. Et pourquoi, je voudrais dire, les Français n'ont-ils pas trouvé la main de François Hollande dans l'éclatement, n'est-ce pas, des Républicains et de PS? De Macron, peut-être? Non. Je parle bien sûr du président François Hollande. Puisque Macron n'a que hérité de cette situation. Oui, maintenant, ça veut dire que Macron a bâti sur les cendres, n'est-ce pas, de ces deux partis. Oui, donc, mais le système n'est pas le même, on n'a pas les mêmes cultures sociologiques, politiques. Non, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que pourquoi vous dites que la culture, pourquoi on n'a pas soupçonné tellement? Le Béninois est trop chaud là. Ça veut dire qu'il y a un fait qu'on laisse. On dit qu'il y a mauvaise gestion dans une formation politique. Il y a une gestion un peu d'exclusion. Les autres ne sont pas associés aux décisions qui sont prises. Monsieur et puis vous dites que c'est le chef de l'État. L'option faite par le parti, généralement, lors des élections, on voit le président d'honneur qui soutient un candidat et le président du parti, lui qui soutient un autre, maman qui soutient également un autre candidat. Est-ce que cela n'a pas favorisé cette division-là qu'on observe? Oui, mais voilà, et c'est un parti politique. Voilà que tu y arrives doucement avec moi. Ça veut dire déjà que c'est ce mal-là. Ça dit comment est-ce qu'on peut être dans un parti qui a une ligne idéologique, une ligne politique, qui a une vision, et que pour une grande échéance comme celle, n'est-ce pas, de 2016, on voit que les grands, c'est-à-dire les pères, les pères, n'est-ce pas, de cette formation, ou les premiers dirigeants de cette formation, soient allés, n'est-ce pas, en rang dispersé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça ne pourrait que amener à une crise, n'est-ce pas, de confiance. C'est ça. Donc, est-ce que c'était le président Talon qui avait dit que le président Soglo le président Soglo aille soutenir le président Talon, le candidat Talon, et que, n'est-ce pas, le président Liadi, le président exécutif Liadi, aille soutenir M. Zissou, hein, et que un autre fils aille soutenir Sébastien Adjavon, et que la maman, bon, vous savez, enfin, comment je voudrais dire, est de préférence pour un certain Koupaki. Et ça dit pour le ministre d'État Koupaki, je reprends mes mots, pour le ministre d'État, pour le candidat Koupaki, voilà, parce qu'on ne parle pas encore des fonctions. Oui, maintenant, alors, donc, regardez tout ça. Donc, il me semble que dans cette affaire, et cette affaire cache des rivalités d'intérêts et des positionnements pour pouvoir, n'est-ce pas, préserver certains acquis. Il n'y a pas deux mots pour le dire. On est des analystes. Le dossier devant la justice. Bien sûr. Donc, je voudrais que ceux qui veulent jeter la pierre à l'autre, ça dit, qui ne veulent pas reconnaître, n'est-ce pas, leur derrière, et commencent par dire non, c'est plutôt lui qui m'a versé, n'est-ce pas, des ordures. Non, il faut que chacun puisse dire ça là. Moi, je parle en connaissance de cause. Je suis resté, j'ai fait ma carrière à la Renaissance du Bénin, et j'ai vu, j'ai apprécié et j'ai tenté d'inverser le comportement en tant que mécanicien du social. J'ai joué au rôle de conseil, mais je n'y suis pas parvenu et les faits ont rattrapé les choses. Le parti. Et de quel côté êtes-vous? De quel côté êtes-vous? De côté de... Je sais que vous étiez au congrès des fractionnistes.
Vous êtes de quel côté aujourd'hui? Mais il n'y a pas de quoi. Il y a le côté des fractionnistes, ceux qui C'est- organisent les fractionnistes, oui, parce qu'ils réformateurs, ils sont toujours de la relation du Bénin, ils sont toujours dedans. Non, moi je Donc, suis. D'abord, il faut dire, et j'ai déjà dit à Roumé, écoutez, toute crise a une fonction. Toutes les crises ont une fonction. La fonction de révolutionner les choses. Ça veut dire, lorsque une situation atteint son paroxysme, il y a nécessairement une crise qui vient, n'est-ce pas, pour bouleverser les choses, pour aller. Vous voyez l'enfant, lorsque l'enfant ensèvre la mère, eh bien, arrache le sein à l'enfant, l'enfant fait une crise qu'on appelle crise de sevrage, et l'enfant qui veut déjà commencer par marcher, il tombe. Alors donc, et les faits ont les mêmes, n'est-ce pas, processus, connaissent les mêmes processus que l'homme. L'homme naît, il grandit, il vieillit, il meurt. C'est comme ça. Que ce soit, et tout ce qui est humain, ou tout ce qui est vivant, tout ce qui est vivant, eh bien, connaît ce processus, ces étapes-là, de naissance. Hein. Et le parti est où? Voilà. Le parti est en train de mourir? Non, écoutez, constatez avec moi, c'est pas moi qui vais le dire. C'est pas moi qui vais le dire. Et tous ceux qui constituent les ressources, qui constituent, n'est-ce pas, le terreau, tous ceux qui constituent le terreau, qui nourrissent ce parti depuis des années, ils sont tous partis. Et les derniers viennent également de partir. Ils ne sont pas vraiment partis. Epiphane Kenom, d'ailleurs, à l'occasion du congrès d'Aboumé, il y a une résolution qui appelle les anciens, en tout cas les exclus, ceux qui sont partis de leur plein gré, à revenir au parti. Quelle sera, votre option? Non, je vais m'expliquer. Quand je dis aujourd'hui, le vieux parti RB est en train de laisser place au nouveau parti RB, et cela crée aujourd'hui un antagonisme et une crise qui est au devant, n'est-ce pas, des tribunaux. Nous sommes d'accord. Et ceux qui sont conservateurs de l'ancienne gestion disent non, nous allons garder notre chose, et les réformateurs de l'ancien système disent que nous n'allons pas lâcher. Nous sommes d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a là aujourd'hui un antagonisme qui va durer le temps, va durer. Mais sinon, moi personnellement, je suis du côté de ceux qui pensent qu'il faut réformer la Renaissance du Bénin. Il faut réformer la Renaissance du Bénin. Et je crois que les conservateurs finiront par entendre raison, et s'ils ne veulent pas être jetés dans les poubelles de l'histoire. Mais il y a une chose, est-ce que vous allez revenir au parti suite à cette résolution d'Aboumé? Mais vous savez, c'est une question, elle est évidente. Ça veut dire, nous nous réclamons tous, n'est-ce pas, de la Renaissance du Bénin. Et nous disons, moi je suis aujourd'hui président d'une formation qui est le Rassemblement pour la démocratie et la République, le RDR. Oui. Et aujourd'hui, il y a également une vision politique qui est tracée, qui est en train de se mettre en place, qui est tracée par le chef, le pouvoir en place, notamment par le président Patrice Atana Diop Talon, qui voudrait que nous puissions élever notre système démocratique au rang des grandes démocraties en regroupant, en allant à un regroupement des forces politiques, et pour que on sache réellement quelle est la ligne politique, n'est-ce pas, que défend chaque parti. Et que nous puissions mieux porter les aspirations du peuple. Et pour que, effectivement, nous donnons les moyens au pouvoir, eh bien, de considérer les partis politiques comme, n'est-ce pas, des structures chargées réellement de l'animation de la vie publique. Donc, je suis partisan de cette vision. À partir de ce moment, si il y a un appel à ce que les forces se regroupent, mais j'y vais. Nous ne devons pas faire comme les présidents d'Afrique, chacun voulait conserver sa parcelle de pouvoir, son bantoustan, pour dire son petit État, parce qu'on l'appelle président, il veut garder ça.
et qui ont fait échec, n'est-ce pas, à la politique de Kwame Nkrumah, qui ont également ont fait voler l'espoir, n'est-ce pas, de Kadhafi, d'Emma Kadhafi, pour dire, mais il faut que l'Afrique s'unisse. Non, il faut que l'Afrique s'unisse. Donc, nous pensons qu'on ne peut pas avoir dans un petit pays comme le nôtre 200 à 300 partis politiques où on ne lit nulle part une ligne idéologique. Donc, où, à la rigueur, et c'est des partis qui sont créés tout simplement sur la base, n'est-ce pas, des intérêts, n'est-ce pas, égoïstes. Alors donc, je voudrais vous dire, si la Renaissance du Bénin, si les amis appellent tout le monde à s'asseoir, j'irai. J'irai avec les membres du bureau, n'est-ce pas, du RDR et discuter le nouveau format que doit prendre, n'est-ce pas, la Renaissance du Bénin, etc. Je vais discuter avec eux et que nous voyons, je ne serai pas le seul. Parce que je ne serai pas le seul. Donc je crois que ça, est-ce qu'on va le faire? Tant mieux. Peut-être que d'autres forces aussi vont venir. Une dernière question sur le sujet de la Renaissance du Bénin. Vous avez cette expérience quand vous étiez au parti et quand vous êtes parti également. Toutes les forces qui se sont liguées, en tout cas en partant du parti ou autre, contre la Renaissance du Bénin en dehors de Candide Azanaï ont échoué aux élections face au père et mère Soglo. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour ceux qui sont en train de tenter la réforme au sein du parti aujourd'hui d'échouer également à l'occasion des prochaines élections? Bon, vous voyez, ça c'est toujours la musique qui revient. Oui, quand on quitte la Renaissance du Bénin, on échoue. C'est le constat. Ce n'est pas tout à fait le constat. Et je pense que il faut faire un constat comparé. Lorsque les gens quittent, est-ce que la Renaissance du Bénin conserve toujours les mêmes forces? Est-ce que la Renaissance du Bénin conserve la même emprise sur l'électorat? Les gens partent toujours avec, n'est-ce pas, un bout de l'électorat qui affaiblit la Renaissance du Bénin. Absolument. La Renaissance du Bénin, c'est ce que a dit les gens, qui était parti de 31 députés et en arrivé aujourd'hui à 5. Nous sommes d'accord, de 31 arrivé à 5. On a vu le départ des Possais a fait affaiblir, n'est-ce pas, la Renaissance du Bénin dans Alada. On a vu le départ, n'est-ce pas, de Avougnasou et de Naoum Eleazar qui ont fait disparaître également la Renaissance du Bénin dans Tori et dans Ouida. Ainsi de suite. Je ne vais pas tout citer. Mais à Cotonou, on a vu, pour aller très court, que lorsque moi je suis parti de la Renaissance, mais toutes les fois que j'ai été à la Renaissance, j'ai été toujours 3e sur la liste. Et la présidente a l'habitude de dire, eh bien, mettons que non, à 3e position, et comme les électeurs de Cotonou l'aiment bien, et à cause de lui, ils vont tout faire pour que non passe. Et c'est souvent le cas. Parce que dès que les populations, les électeurs me voient là, ils sont furieux, ils disent non, on ne peut pas le mettre là, bon, et là, ils se décarcassent pour que je passe. Mais il a fallu que je quitte là. Jamais, ça a été jamais vu. C'est du jamais vu. Il a fallu que je parte pour que la Renaissance du Bénin ait eu difficilement un député dans Cotonou. Vous n'avez pas été élu. Bien sûr. Ça veut dire que les forces se sont anéanties. Nous sommes d'accord? Les forces se sont anéanties. Moi, je suis parti, et les gens se sont peut-être ont exprimé leur mécontentement pour dire, bon, si que l'homme est parti, bon, nous aussi, nous allons quitter. Et ils sont partis, et dans ces élections, ils ont peut-être fait le choix d'autres opportunités. Ils sont venus vers moi. Moi, je sais, ils sont venus vers moi. Mais comme ces élections ont été très relevées et en dépenses, n'est-ce pas, d'argent, eh bien, c'est vrai, les gens ont parfois, ils avaient leur cœur ailleurs, et ils avaient la raison les avait portés ailleurs. Bon, on va s'intéresser à présent à la gouvernance sous le régime de du président Talon, notamment le contenu et la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. D'abord, quel rapport entretenez-vous avec le président actuel du Bénin?
Et vous savez, j'ai eu de très bons rapports et je continue d'avoir de très bons rapports avec le président Patrice Talon. Et mon passage à la préfecture, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un passage accidentel. Mais je pense que ça a eu des avantages. Et si on fait bien des analyses, et vous avez vu, jamais une élection présidentielle n'a été aussi pacifique dans la ville capitale Cotonou. Je connais, pour avoir été plusieurs fois à la Sénat, pour avoir même arrêté, empêché des fraudes, pour que le président Soglo soit élu maire, pour avoir été aussi à la Sénat, pour avoir dénoncé bien des fraudes pendant les élections présidentielles, n'est-ce pas, de 2001, où j'étais président de la SED littorale. Oui. Donc, ça veut dire que je connais ce qui se passe. Mais le fait que je sois venu à la préfecture, c'est le préfet qui gère les élections, il a une très grande responsabilité, puisque le préfet est l'autorité directe de la police et de la gendarmerie. Ou bien vous n'avez pas vu dans certains pays les gendarmes porter des gendarmes entrer, n'est-ce pas, de force dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote et emporter, n'est-ce pas, à fouler jambes, n'est-ce pas, les urnes. Ça s'est passé dans un pays à côté de nous. Vous n'avez pas vu ça? Alors donc, si c'est la stratégie. Mais quand je suis resté, vous avez vu que, bon, tout a été organisé, les résultats sont sortis. Et je me rappelle même, nous avons déjà donné les résultats du premier tour et avant 20h, 21h. Et je me rappelle que le ministère de l'Intérieur n'avait même pas les résultats. Et que le ministre de l'Intérieur m'a appelé pour dire, mais monsieur le préfet, essayez d'envoyer les choses là. Mais comme moi, je ne dépendais pas du ministère de l'Intérieur, moi, j'ai envoyé mes résultats au ministère de la décentralisation. Et c'est le ministre de la décentralisation qui a communiqué les résultats au président. Donc, c'est pour vous dire que le préfet a quelque chose m'a l'air bon. Je suis venu là, ça a permis de stabiliser les élections, ça a fait que ça n'a pas basculé, etc. Tout ça, la tension vive qu'il y avait, eh bien, je pense qu'avec l'équipe, n'est-ce pas, préfectorale, j'ai su peser là-dessus, j'ai pu dire et faire assimiler à chacun la responsabilité qu'on avait à ce que ça ne bascule pas. Donc je pense que c'était important, ce travail que j'ai eu à faire. Et ça vous a rapproché du président, c'est ça? En quoi cela, ce travail a Non, je dis que moi j'ai eu de très bonnes relations avec le président Patrice Talon, avant qu'il ne soit parti hors du pays, et lorsqu'il était hors du pays, et je peux vous dire, je ne dévoile rien, lorsque le président Patrice Talon, lorsque le président, mon frère aîné Patrice Talon est revenu à Cotonou, il n'a pas eu de gêne à passer à la préfecture pour me saluer. C'était devant tout le monde, il est venu, et il y avait des gens qui disaient « Ah, il ne faut pas que Yahi te renvoie, hein. Non, Yahi va... » Mais non, pourquoi? J'ai reçu correctement mon grand frère, je l'ai reçu, on a parlé, donc ça ne me gêne pas. Yahi pouvait me dire « Bon, écoute, tu peux partir le lendemain, ça ne me gênerait pas. » Donc, moi je peux dire que nous sommes proches par rapport à la vision qu'il a de la gestion de l'État. Et nous sommes proches également par la gestion, la méthode de gestion, la rigueur. Et je dis, il ne faut pas seulement dire, c'est pas parce que je ne suis pas aujourd'hui à une position que je vais lui jeter des pierres pour dire non. Nous avons besoin de désacraliser, n'est-ce pas, le pouvoir d'État. Nous avons également besoin à ce que nous perdions les vieilles habitudes et cette manière de la malgouvernance, de se servir, n'est-ce pas, de l'argent du peuple et de laisser le peuple affamé. Nous avons besoin de ça. Avec le président Patrice Talon, eh bien, tous les trous ont été fermés autour des caisses de l'État et l'argent qui circulait facilement et qui se perdait
eh bien, tout cet argent aujourd'hui, eh bien, c'est stabilisé dans les caisses de l'État. Maintenant. Et puis, Van Kenom, vous êtes bien enthousiaste sur la gouvernance du président Patrice Talon. Mais je ne le cache pas. Il faut reconnaître que depuis qu'il est au pouvoir, ça fait 1 an et quelques mois maintenant, ça grogne beaucoup plus que ça ne grognait que sous le président Yahi. Oui, mais c'est normal. Vous savez, c'est normal. Sous le président Boni Yahi, écoutez, les caisses de l'État étaient à la portée de tout le monde. Donc, des gens qui ne travaillaient pas, étaient tout le temps en veste, circulaient dans les grosses caisses, pouvaient aller au trésor, n'est-ce pas, aller décaisser de l'argent. N'oubliez pas, enfin, je vous dis, moi, j'ai des gens, des amis au niveau du trésor national, qui déjà, lorsque j'étais député, me signalaient un certain nombre de faits. Que des individus... Vous avez quand même accepté de collaborer avec ce pouvoir en étant préfet. Mais est-ce que c'est collaborer ça, mes chers amis? Et bien, donc, si c'est ça, tous les hommes utiles à la nation, il faut mieux aller les laisser de côté dans un cercueil, et quand le gouvernement va partir, ils vont revenir. Ce n'est pas vrai. Il y a des parcelles de pouvoir qui ne sont pas nécessairement collées au chef de l'État. Ça veut dire nous devons pouvoir utiliser l'expérience. Le phénomène ou bien le miracle aujourd'hui, comment je peux appeler, et l'événement qui se passe aujourd'hui en France doit nous inspirer. Où Macron est venu pour dire, avec la crise que connaît la France, il faut mettre toutes les compétences, toutes les intelligences à contribution, qu'il soit de la gauche, qu'il soit de la droite, pourvu que le pays avance. Mais pourquoi nous voulons dire tout simplement que s'il y a des compétences de grandes choses là aujourd'hui, parce qu'ils ne seraient pas Talon, il faut qu'ils aillent croiser les bras pour dire, bon, on verra bien Talon, on verra bien ce qu'il va faire, il va tomber bientôt, comme le disent les autres, alors donc voilà. Donc, mais nous t'es point. Alors donc, il ne faut pas faire comme ça. Nous sommes de petits pays, avec des ressources humaines qui ne sont pas déjà trop importantes. Le président Talon a exprimé cela en disant nous sommes dans un désert de compétences, les gens ça a fait grincer les gens, etc. Ce qu'il voudrait dire seulement, c'est que nous n'avons pas toutes les compétences qu'il nous faut dans tous les domaines. C'est ça qu'il voulait dire. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Moi, je suis resté au Parlement. Un jour, j'ai dit au président de l'Assemblée, si vous n'enlevez pas mon assistant, moi, je ne travaille plus. J'étais président de la commission du plan, de l'équipement et de la production, et j'avais comme assistant un ingénieur en restauration. Je n'ai pas eu un économiste, puisque c'est la planification, je n'en ai pas eu. Je n'ai même pas eu, comment on peut appeler, un financier. Mais c'est un ingénieur en restauration qu'on m'a donné comme assistant de la commission du plan des équipements. Il me faut peut-être un ingénieur aussi en génie civil. Mais je n'ai pas vu ça. Comment je peux travailler? Donc finalement, je bossais pratiquement seul. Et j'ai mis à contribution mon propre cabinet où je faisais appel à des experts pour venir étudier les dossiers avec moi. Donc ça veut dire que quand j'ai posé cette question au président de l'Assemblée, le président de l'Assemblée m'a dit, mais il n'y a que ça. Il n'a pas d'autre chose. Donc c'est vrai, ça veut dire que nous manquons de compétences. C'est ce que le président, le chef de l'État voulait dire. Mais son expression a été mal exploitée. Le président n'a pas insulté l'intelligence des Béninois. Non, non, non. C'est un constat. Vous savez, je suis resté à la préfecture de Cotonou. Sur près de 200 agents que comptait la préfecture de Cotonou, j'avais à peine 10 hauts cadres. Tout le reste, c'est des cadres eux. Je n'ai même pas de cadres intermédiaires. Tout le reste, c'est des cadres eux. C'est des agents d'entretien qui sont devenus secrétaires administratifs de force. Et c'était comme d'autres qui étaient pratiquement des wagomestres. Ils ne sont pas contents de vous entendre dire ça. Non, je ne suis pas en train de mentir, ils savent que c'est vrai. Je ne suis pas en train de les déshabiller. Non, c'est ça, c'était dans toutes les préfectures. Vous voyez maintenant. Donc ça veut dire que le désert de compétences dont a parlé le chef de l'État,
et c'est pour bien exprimer un besoin de reconstitution des compétences. Ce qui est d'actualité aujourd'hui, c'est bien le programme d'action du gouvernement. Très bien. Bientôt 2 ans, on va boucler 2 ans de gouvernance de Patrice Talon. Les populations disent qu'elles ne voient rien. C'est vrai que sur le plan social, le gouvernement ces derniers jours a lancé une série d'actions, le retour des microcrédits aux plus pauvres, le recrutement des agents au niveau pour la fonction publique, pour renforcer l'effectif de la fonction publique. Il y a un fonds qui est mis en place pour aider les artisans également, en dehors de ces éléments et tout. Non, monsieur Benotin, vous avez vu, dès que vous avez parlé du social, ça veut dire que vous avez commencé par voir que, bon, il y a quelque chose qui a commencé par... Ce n'est pas moi. Non. Ça, c'est le constat que font les populations. Non, je pense que c'est ça. Ça veut dire tout simplement que c'est ça aussi l'homme noir. On regarde plus notre ventre. Et tant qu'elle n'a pas poussé, nous voyons donc qu'on n'est pas en forme. Nous l'avons fait. C'est ça. Nous sommes d'accord? Nous mettons la faim en avant de tout. Le programme d'action du gouvernement, le gouvernement dit, premièrement, il faut renforcer notre système démocratique pour améliorer la gouvernance. Mais ça a déjà échoué avec l'échec de la réforme de la Constitution. Non. La Constitution, la révision de la Constitution, c'est pour formaliser. C'est pour formaliser. Mais la démarche y est. Le renforcement de notre système démocratique, l'amélioration de la gouvernance. Vous voyez que nous avons passé d'une gouvernance populiste à une gouvernance calme, transparente. Que les gens ne le veuillent pas, cette gouvernance est transparente. Parce qu'au niveau de la gestion des caisses de l'État... Quand vous parlez de transparence, il y en a qui ne sont pas d'accord avec vous. Par exemple, je donne l'exemple, le contrat qui lie désormais l'État béninois au dossier, au PVI, n'a pas été publié. Non, il est réclamé par une bonne partie de la population. Attendez. Vous oubliez que nous faisons une opposition alimentaire souvent. Si le président avait commencé par soudoyer les gens là, si le président était prêt à laisser passer un certain nombre de choses, vous ne verrez plus rien. C'est ça, la vérité. Pour l'expérience que moi j'ai, politique, c'est ça. Mais constatez qu'aujourd'hui, nous avons une gestion apaisée. C'est déjà important que le président Patrice Talon ne voyage pas, c'est-à-dire n'est pas toujours en hélicoptère. Et la location d'un hélicoptère par jour coûtait près de 20 millions au pays. Et si vous faites, n'est-ce pas, la moyenne, vous allez voir ce que c'est. Faites la moyenne, vous allez voir ce que c'est. Si 20 millions fois 10 jours, ça fait 200 millions, et 200 millions fois 30, ça veut dire que fois 3, il y a 10 jours, 3 fois dans un mois, ça fait 600 millions par mois. Et si nous avons 10 mois, ça fait 6 milliards. Et donc, nous avons 12 mois dans l'année, ça fait 7 milliards 200. Nous sommes d'accord. Donc, si nous prenons 7 milliards 200 sur 10 ans, nous sommes à près de 12 milliards qu'on a payé pour l'hélicoptère. Voilà, la gestion. Au moins aujourd'hui, le président Talon fait l'économie de ça là. Qui dit mieux? Vous avez quand même cautionné. Qui dit mieux? Qui a cautionné? À un moment donné, puisque non, qui a cautionné avec le président. Si vous avez, n'est-ce pas, des parlementaires applaudisseurs, alors, qu'est-ce que vous voulez? Personne. Moi, j'ai dénoncé. Il y a d'autres aussi qui ont dénoncé. Mais ça s'est imposé, puisque c'est là où il faut voir la faiblesse de notre Parlement. Et c'est ce qui appelle même à ce que l'on puisse toucher à la Constitution. Quand les gouvernants, parce que le Parlement contrôle, n'est-ce pas, l'action du gouvernement, quand le gouvernement pose des actes qui sont négatifs, n'est-ce pas, à la gestion, et que le Parlement hausse le ton, le gouvernement s'en fout. Le gouvernement s'en fiche parce que le gouvernement se dit, ils peuvent crier, ils n'iront pas loin. On parle de privatisation des officines d'État. Oui, mais... Sous sa gouvernance, le port autonome de Cotonou, cette histoire, l'affermage des hôpitaux. Mon cher ami, est-ce que c'est cela la bonne gouvernance? Oui, je suis d'accord avec vous. C'est ça les Africains. Et si nous parlons comme ça, nous donnons raison au président Macron. Oui, nous donnons raison au président Macron parce qu'il dit, mais les Africains ou
ils se préoccupent de faire des enfants où chaque femme donne, n'est-ce pas, naissance à 8 enfants. On ne peut pas, n'est-ce pas, investir. On peut bien investir autant de milliards d'euros, mais on n'arrivera jamais à stabiliser l'Afrique. Le rapport, d'abord, avec ce que nous disons. Oui. C'est ça ce que je dis. Parce que nous sommes en train, vous dites que les emplois, nous sommes d'accord, les emplois, on a fermé, on a privatisé. Mais si quelque chose ne marche pas, pourquoi on ne va pas privatiser? Est-ce que nous avons la notion du bien public au Bénin? Est-ce que nous avons la notion d'une gouvernance, n'est-ce pas, et saine, où les gens pensent que l'argent du peuple, c'est leur argent? Moi, je suis resté à l'Assemblée où j'ai dirigé, je l'ai dit, j'ai été président de la commission du plan. C'est depuis le président Kérékou, le temps du président Kérékou, qu'il fallait privatiser la Sonapra. C'est depuis. J'ai vu, la dernière fois, dans mes rapports, j'ai lu un certain nombre de choses. Et c'est depuis le temps du président Kérékou qu'il fallait aussi privatiser la Sonacop, où on a vu s'envoler 17 milliards 500 de l'argent de la Sonacop, qui ont servi encore à racheter la Sonacop. La RB à l'époque, la RB a dénoncé tout ça. On connaît tout ça, mon frère. Monsieur Gbagidi, on connaît. Nous sommes d'accord? Donc, depuis ça, on traînait tout simplement de vieilles, des casseroles vides on donnait à manger dehors. Vous avez vu les hôtels qui étaient, n'est-ce pas, du domaine public. Est-ce qu'il y en a encore? Tous sont partis, les gens ont apporté tout. Ils ont apporté les vivres, mais ils ont apporté aussi les lits et les chaises. Et les hôtels ont fermé, l'hôtel de la plage, l'hôtel Croix du Sud et l'hôtel PLM à Lido, tout ça là a fermé. Il en est de même pour, n'est-ce pas, la gestion, n'est-ce pas, des centres hospitaliers et des centres, n'est-ce pas, de santé. Donc, nous pensons que privatiser ce nous savons ce que vivent les populations dans les centres. On ne privatise pas la santé, on améliore la gestion des structures sanitaires. Mais ça va rendre les soins plus chers aux populations. Non, ça c'est une autre question. L'État est là pour assurer, n'est-ce pas, sa responsabilité. Maintenant, on veut que les centres soient mieux gérés, que le matériel, les équipements, n'est-ce pas, mis dans les centres, soient bien entretenus. Et vous savez, la plupart, j'ai eu à écrire une loi qui n'a pas connu son succès parce que les gens ont bloqué ça net. C'est la loi portant organisation et gestion, n'est-ce pas, les lois portant, je crois, j'ai vu ça passer rapidement, et exercice de la clientèle au Bénin. Vous allez dans les centres des centres de santé publics, les médecins ne sont pas là. Ils sont d'abord dans leurs cliniques privées, ils reçoivent les gens, et c'est après ils viennent, n'est-ce pas, dans les centres publics. On revient à l'État de sanctionner. On a l'impression, oui. Mais c'est ça, parce qu'il faut qu'il y ait un contrôle. Lorsque tout le monde sait que c'est l'État, personne n'obéit. Mais si on fait l'affermage et qu'il y a un privé qui est là pour regarder et pour rendre compte, ça veut dire que tout ce privé-là, il sait que si la maison ne tourne pas, il ne peut pas lui faire avoir son bénéfice. Donc, il est plus regardant. Donc, la privatisation n'est pas contre, n'est-ce pas, les mesures sociales. Non, ce n'est pas contre les intérêts. Parce que les populations se plaignent. Nous, on a été députés, non? Les populations se plaignent. Et lorsque vous allez au CNHU, regarde, allez ce soir au CNHU, vous allez partir aux soins à l'urgence. Allez, vous allez voir ce qui se passe. Moi, il y avait un an là, il y a une dame qui était totalement dans le coma. On l'a amenée parce que monsieur Plutôt qui est dans le coma, on est venu, il fallait lui faire tout simplement, on devait l'opérer urgent. Et l'anesthésiste qui était de permanence, il n'était pas là. Alors, cette famille a été obligée de m'appeler pour dire, Honora, venez nous aider. Il a fallu que je vienne, que je voie le docteur Chobli et que je tempête pour que finalement celui-là s'amène 2 heures après. Mais juste, il est venu, le monsieur est décédé. Où il était où? Or, il est bien dit qu'il était de permanence. Il était dans sa clinique privée en train d'administrer. Donc, vous ne voyez pas que, au fait, en réglant les choses comme ça, les sociétés
économiquement, hein, au plan économique, les sociétés qui ont été les mieux gérées, c'est souvent celles qui sont aux mains, n'est-ce pas, des privés. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un téléspectateur vient juste de m'envoyer un message pour vous poser une question. Est-ce que vous ne seriez pas en train de défendre le gouvernement Patrice Talon aujourd'hui parce que justement vous n'avez plus de fonction politique et que vous espérez une promotion? Oh, mais dites-lui que bon, et vous suit. C'est une manière de penser. Et c'est cette mesquinerie que je reproche aux Béninois qui n'aiment pas voir la vérité en face. Je suis sûr. Ce que c'est nous tous qui avions dit, il faut que cela change. Il faut que cela change. Aujourd'hui, nous voyons, est-ce que le rançonnement qui se faisait patent dans les rues et dont tout le monde, n'est-ce pas, s'enlaçait, est-ce qu'il y a ça encore? Est-ce qu'il y a ça encore? Les braquages tous azimuts où les gens allaient braquer dans les maisons, tuer les citoyens pour emporter leurs richesses. Mais ça a diminué à 99%. Est-ce que nous ne pouvons pas voir tout ça là aussi? Que c'est déjà bien. Hein? Donc le peu de temps, si c'est seulement le ventre qui doit se remplir avant qu'on voit que le gouvernement est en train de travailler, eh bien ça veut dire que le ventre serait gros, mais tous nos vêtements seraient déchirés. On va conclure. Nous vous autorisons, nous permettons de conclure cette émission qui a déjà fait plus de 90 minutes. Je voudrais vous remercier, monsieur les journalistes, remercier surtout les promoteurs de la télévision Eden et qui m'a donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer sur les questions d'actualité et sur un certain nombre de faits. Et je voudrais dire tout simplement que inviter les compatriotes à ouvrir grandement les yeux pour apprécier ce qui se fait aujourd'hui. Chaque gouvernement a son mérite. Celui qui est passé a son mérite, avec beaucoup de défaillances. Et je pense que nous sommes un petit pays et nous devons plutôt essayer d'unir nos forces et de mettre nos compétences, n'est-ce pas, mettre nos compétences au profit. C'est ça, hein? Mettre notre compétence au profit du développement et ne pas faire une opposition tout simplement aveugle et se dire tant que c'est telle personne, eh bien le pays n'a qu'à rester, n'est-ce pas, au statu quo, n'a qu'à rester sur la première marche. Elle ne bougera pas. Quand moi je viendrai, je ferai avancer ça sur la deuxième marche. Et quand lui vient maintenant, il y a d'autres également qui disent il ne bougera pas. Eh bien voilà, ainsi de suite, le pays sera attardé. Je voudrais nous inviter à la tolérance et bien au savoir, à la gestion, n'est-ce pas, des intérêts, à ne regarder plutôt que l'intérêt général des citoyens. Monsieur Epiphane Quenom. Merci beaucoup à vous. Merci Epiphane Quenom. Nous recevions donc pour vous ce jour dimanche Epiphane Quenom, ancien préfet des départements de l'Atlantique et du littoral. Il a été le dernier préfet à diriger 2 départements, en tout cas pour le compte de l'Atlantique et du littoral. Nous avons parlé avec lui de son actualité, nous avons parlé de la gestion de la préfecture après lui, de l'instabilité dans la décentralisation, de la crise à la renaissance du Bénin où il se voit bien revenir et bien sûr il est très favorable au programme d'action du gouvernement qui est actuellement en plein déroulement. Donc voilà un peu ce que nous dit Epiphane Quenom. Nous le remercions d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous, Dieu Sulang-Baguedi. C'était donc dimanche politique. Prenez rendez-vous pour la rediffusion de ce programme sur Diaspora FM ce dimanche à 21h et sur Eden Télévision toujours ce dimanche à 21h. À dimanche prochain.